Bonjour, merci à vous tous qui êtes là ce samedi très froid, déjà à 10 heures du matin. Merci de nous suivre depuis le début et juste pour mes mots et pour information, y compris pour ceux qui nous suivent sur Internet. Donc effectivement, toutes les vidéos du forum d'abord sont en live streaming et puis on peut les retrouver sur notre site. Elles y seront à durée, j'ai envie de dire, indéterminée, hein, parce on m'a demandé tout à l'heure est-ce qu'elles y seront pour un mois, 2 mois, 3 mois. Donc nous sommes pour l'instant retransmis également par nos partenaires Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Stras TV, Boulevard des Productions, Rue 89. On nous écoute aussi sur RBS. Merci aussi à tous les médias qui nous suivent et qui relayent l'information sur ce qui se passe ici en direct du Forum européen de bioéthique, en direct de l'Obet. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on avait un tout petit peu vu lors de la troisième édition, le corps humain en pièces détachées. Nous avions évoqué la question des tests sur l'homme. Et là, on va parler des essais cliniques et surtout de la question de l'homme comme cobaye. Et nous avons volontairement intitulé cette table ronde l'homme, le cobaye le moins cher, et nous allons voir pourquoi et comment, hein, à travers l'histoire, même va nous dire David Le Breton, j'ai envie de dire avec certitude. Et pour parler de ce sujet, nous avons donc parmi nous, je vais commencer aujourd'hui par le grand témoin, Julia, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Julia Görg, je suis community manager pour le Club de la Presse de Strasbourg. Voilà, et qui revient ici, donc elle a été déjà grand témoin, nous avait parlé, c'était sur la séance avec Corinne Lepage, hein, et elle revient aujourd'hui. Daniel Lemler, un habitué du forum. Oui, bonjour. Près du micro. Près du micro. Je suis Daniel Lemler, je suis psychanalyste et psychiatre, et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans la société civile, entre autres. Et il s'interroge aussi. David Le Breton. Professeur de sociologie, donc à l'Université de Strasbourg. Voilà. Anne Dagnon-Grillat. Alors moi, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et chef du service de psychiatrie de l'enfant au CHU de Strasbourg. Voilà, qui est également venu à diverses reprises, quasiment à toutes les éditions du Forum européen de bioéthique depuis le début. Yann Hérault. Bonjour à tous, Yann Hérault, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis directeur adjoint de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, qui est un institut de recherche fondamentale et qui tend à aller vers des recherches transnationnelles. Alors, on va voir à quel moment vous intervenez, vous, dans ce chaînon des essais. Anne Dagnon-Grillat, on va commencer par vous. J'ai envie qu'on commence par vous parce qu'on ne va pas évoquer la question de la pédiatrie ni des enfants, mais vous êtes penchée sur ce sujet des essais, du cobaye. J'aimerais juste que vous nous rappeliez dans quel contexte. Oui, alors c'était il y a exactement 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, c'était le triste anniversaire, ou plutôt l'anniversaire important de la libération des camps, du camp d'Auschwitz en particulier, et l'université de Strasbourg, qui était encore l'ULP, je crois, hein, l'université Louis Pasteur, oui, bien sûr. ULP, oui. Oui. Et puis la Société de psychiatrie de l'Est avait eu en même temps, je dirais, le désir de commémorer cet événement extrêmement important en se penchant effectivement sur ce qui s'était passé, puisque Strasbourg, hélas, quand Strasbourg faisait partie de l'Allemagne, puisque l'Alsace avait été rattachée au Reich, Strasbourg avait été quand même un lieu important et tristement célèbre par effectivement l'implication d'un certain nombre de médecins qui étaient venus dans l'université allemande qui s'était ouverte à Strasbourg et qui s'était fait connaître par des expérimentations sur l'homme dramatiques dans le camp de Neisweiler au Struthof, enfin au-dessus de Schirmeck. Voilà. Donc c'était les raisons pour lesquelles, avec Christian Bonnat, qui est professeur d'histoire de la médecine et de la philosophie des sciences à la faculté de médecine, et puis deux autres collègues, Josiane Noflatan et puis Monsieur Chaparrer, et puis la Société de psychiatrie de l'Est, on avait associé nos forces pour faire un colloque. Et de ce colloque, auquel avaient été invités des historiens qui avaient travaillé sur cette question des recherches médicales pendant la période national-socialisme,
on avait, à la suite de ça, édité un livre et j'ai participé effectivement au montage de ce livre et à la réflexion sur tout ce que les historiens avaient apporté dans ce domaine-là. Et moi qui suis psychiatre, j'étais particulièrement, je dirais, au cœur de cette question parce que les psychiatres ont joué un rôle, hélas, extrêmement important dans ce domaine. Oui, mais on peut peut-être développer un peu plus, c'est-à-dire en fait la question, c'est comment un médecin peut devenir idéologue et comment il peut oublier le serment d'Hippocrate justement et opérer ce genre d'essai. Oui, alors ça c'est effectivement une question qui est fondamentale, qui nous interroge tous autant que nous sommes, mais bien évidemment particulièrement lorsqu'on a choisi d'être médecin, c'est-à-dire d'être au service d'hommes. Quand je dis hommes, c'est bien sûr hommes et femmes, hommes souffrants qui ont besoin de soins et pour lesquels on a choisi effectivement de s'investir pour leur bien, dans une dimension éthique de bien. Donc comment peut-il y avoir un retournement complet et que des médecins qui ont fait ce serment, qui ont fait cette démarche-là, utilisent l'homme comme un matériau d'expérience et non plus comme un être humain. Alors c'est vrai que ça c'est une question extrêmement importante et qu'on peut développer à différentes périodes je dirais dans différentes civilisations. Mais si je reviens justement à la question sur laquelle vous m'interrogiez, c'est-à-dire cette période noire du national-socialisme, il est tout à fait intéressant de comprendre comment les choses ont pu se jouer à ce moment-là. Il est courant, et on a, par exemple, si je prends l'exemple d'un médecin dont on a souvent dit que c'était un fou, délirant, sadique, qui faisait de la pseudo-science au camp d'Auschwitz, c'est-à-dire Joseph Mengele. Il s'avère, quand des études historiques approfondies sont réalisées, que c'est au contraire un scientifique qui était tout à fait reconnu, un jeune médecin qui avait un avenir universitaire devant lui, qui faisait des recherches en génétique, qui était parfaitement intégré dans les projets scientifiques de l'époque, sur le plan national allemand, mais international. À la veille de la guerre, toute veille de la guerre, c'est-à-dire fin août, il était attendu à Édimbourg pour présenter des recherches sur la génétique. Donc voilà, on a là je dirais que cette idée que ce ne sont que des médecins, que c'était des médecins qui faisaient de la pseudo-science est une erreur absolue. Donc c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur le contexte. Alors il y a deux éléments qui paraissent tout à fait importants à prendre en compte. C'est d'une part l'évolution effectivement de la médecine, des intérêts scientifiques. La médecine était dans une évolution scientifique tout à fait extraordinaire, et en particulier le domaine de la génétique. Et puis, il y avait un contexte historique qui était le contexte effectivement de la montée de l'idéologie nazie, qui venait tout à fait s'articuler, ou en tout cas qui a pu puiser dans une idéologie, et c'est là où je disais tout à l'heure que la psychiatrie a été particulièrement au cœur de la question, dans des théories qui avaient cours à la fin du XIXe siècle, qui avaient été les théories de la dégénérescence, qui disaient à peu près que finalement, il y avait des êtres humains qui étaient atteints de maladies et que progressivement, la nature faisait que ces lignées de personnes avec des maladies allaient s'éteindre parce que leur constitution n'était pas bonne. Cette théorie a été battue en brèche pour faire la place à la théorie des constitutions, justement, qui, elle, affirmait que les maladies, en fait, étaient fixées et héréditaires, et j'emploie là ce mot héréditaire parce que ça va vraiment être le cœur de la problématique, c'est-à-dire que se transmettait. Et dans une période où l'eugénisme et les théories darwiniennes étaient en train de monter, ça a alimenté complètement. Et là, il apparaissait que pour je dirais, donner toute sa valeur à une population, voire même une race, et Dieu sait que ce terme est important pour les national-socialismes, il faut peut-être élaguer les branches qui sont
qui ne sont pas bonnes. D'où effectivement cette idéologie qui a pris corps et au niveau politique et au niveau médical de la nécessité de repérer les mauvaises branches et puis de peut-être éviter qu'elles se transmettent, c'est-à-dire d'arriver à une stérilisation des populations de malades mentaux, de personnes handicapées. Et avec la montée du nazisme et le début de la guerre et les positions nazies, je dirais antiraciales, enfin plutôt pour ne laisser que la race aryenne, arriver à l'extermination. Alors, quelle place là, dans ce contexte-là, les expérimentations humaines avec les médecins? La place, elle est toute trouvée parce que les médecins vont être ceux qui vont permettre de repérer les mauvaises branches, et la génétique, justement, qui était une spécialité extrêmement en figure de proue à l'époque, va être utilisée pour aller repérer effectivement les personnes qui sont atteintes de maladies héréditaires. Et les médecins vont s'engouffrer dans cette brèche-là pour plusieurs raisons, parce que vous savez que les médecins juifs qui se rebellent contre l'État, vont être obligés de migrer ou vont être arrêtés. Donc il va y avoir un vide. Les jeunes médecins vont avoir envie effectivement de monter en avant, de prendre des places, ce qu'on peut tout à fait défendre pour la problématique des médecins qui vont avoir envie de monter, pas pour le reste. Donc ils vont vouloir faire des recherches pour avoir des postes et des postes universitaires reconnus. Et quel est l'objet de la recherche très, très en vogue à ce moment-là? C'est la génétique, c'est l'anthropologie, c'est effectivement des thèmes particulièrement pointus. Et donc un certain nombre d'entre eux vont adhérer, et beaucoup vont adhérer au Parti national-socialisme. Et voilà, l'engrenage est fait. Et d'un côté politique et de l'autre côté des raisons socio-économiques aussi qu'il ne faut pas oublier, et puis des raisons personnelles des médecins. Et il va y avoir une collusion entre l'État et les médecins. Et avec l'idéologie nazie qui met en avant le fait que ce n'est plus l'être humain qui est important, c'est le corps social, c'est une société, et que l'être humain finalement disparaît en tant qu'individu, il va être hélas facile, excusez-moi ce terme, d'oublier que ce sont des êtres humains et de faire des êtres humains qui vont être dans les camps, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques, des matériaux au service de la science et de l'État et de l'euthanasie. Voilà, je crois, on pourrait développer plus, oui, mais ce sont quand même des éléments qui me paraissent importants. Alors on pourra développer effectivement, et certainement dans le public, il y a déjà de nombreuses questions sur cette période-là, sur ce que vous avez dit et étudié. Mais c'est quand même intéressant peut-être aussi de rappeler qu'il y a eu le procès Nuremberg et son rôle dans la bioéthique également. Oui, alors il est évident que ce qui s'est passé dans les camps et dans les hôpitaux psychiatriques, les choses ont été bien évidemment connues parce que, heureusement, il est resté des témoins. Quand les camps ont été libérés, un certain nombre ont pu parler. Et vous savez qu'il y a eu des grands procès à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le procès politique, mais dans la suite de ça, il y a eu plusieurs procès des médecins. Et le premier procès des médecins a eu lieu en 46-47 à Nuremberg, et puis a été suivi d'autres. Il y avait eu le procès de Ravensbrück avant, je crois, et puis il y a eu d'autres procès, y compris à Metz et à Lyon, des médecins, et en particulier Pickenbach, qui avait été à la faculté à la Reich-Universität de Strasbourg, a été jugé à Metz et à Lyon. Alors, pourquoi le code de Nuremberg? Le code de Nuremberg c'est le code d'éthique sur lequel l'éthique moderne s'appuie, qui a fixé les grandes lignes, les grands impératifs de la recherche clinique, de la recherche humaine. Il a pris corps, il a été édicté à l'intérieur du rendu du procès des médecins de Nuremberg. En fait, le code de Nuremberg, je dirais, n'a pas été construit à l'intérieur du procès. Il y avait quand même déjà
comment dire, les choses avaient déjà été pensées avant, en particulier par un Américain du nom d'Ivy. Mais c'est vraiment à l'intérieur du procès, ou en tout cas pour préparer le procès, qu'il y a eu une élaboration qui a permis effectivement d'édicter un certain nombre de points essentiels et qui venaient à ce moment-là complètement souligner que ce qui s'était passé dans les camps et dans les hôpitaux psychiatriques était bien une science qui était dévoyée pour conduire au meurtre, hein, et non pas faire de la recherche, ce qui avait été quand même le cas, puisque c'était un certain nombre, et d'ailleurs les Alliés à la fin de la guerre ont essayé de voir si un certain nombre de résultats finalement n'étaient pas utilisables, et pour certains c'était le cas. Mais en tout cas, ce qu'il était important, c'est de bien montrer que voilà, l'être humain avait été utilisé comme un objet, alors que ce qui a été dicté dans le Code de Nuremberg, c'était que certes, les expériences humaines étaient probablement nécessaires pour arriver à comprendre une maladie, à s'assurer qu'un traitement proposé nouveau n'allait pas être délétère, mais il devait se faire dans des conditions absolument précises, respectueuses de l'humain, de la vie, c'est-à-dire avec le consentement du patient, hein, l'information du patient, c'est-à-dire on lui explique ce qui va se passer, pourquoi, et on lui explique aussi qu'il peut y avoir des conséquences qui ne doivent pas être délétères pour lui, c'est-à-dire ne pas conduire à la mort comme ça s'est passé assez souvent dans les camps, quand ce n'était pas une mise à mort directe, en tout cas dans les hôpitaux psychiatriques, qu'il doit donc donner un consentement, il peut retirer son consentement, qu'il n'y a pas de recherche s'il y a un risque trop important pour le patient, hein, donc les choses vont... Et que les personnes qui font ces recherches, alors bien évidemment, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais doivent être des personnes, des scientifiques, des médecins qui ont, je dirais, qui ont le niveau scientifique pour entreprendre ce type de recherche, et que ça ne se fait pas comme ça sans garde-fou. Donc je crois que ce qui est peut-être important à souligner, c'est que ce drame, ce qui s'est passé, l'horreur, hein, de ces expérimentations humaines qui sont passées pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, ont pu aboutir à ce que s'impose à la recherche médicale, à la recherche humaine, un code qui donne effectivement des garde-fous et qui permettent que dans un contexte de respect de la vie humaine, qui ramène au premier plan, alors que ça avait été complètement bafoué, la médecine hippocratique, hein, que puissent se faire quand même des avancées de la science, des avancées de la médecine, pour le bien des hommes, hein, et non pas qu'on utilise des hommes peut-être pour le bien d'autres, mais en tout cas à leur détriment. Et c'est vrai que les critères que vous avez énumérés sont ceux qui existent encore, qui déterminent, avec lesquels on essaye d'encadrer la recherche. Et lorsque l'on a des dérives, notamment de recherche, de traitement en essai dans d'autres pays, en Afrique en particulier, on repose la question, ne serait-ce que celle-là, du consentement. Et où est le consentement lorsque la population n'est pas informée ou n'a pas, enfin, ou lorsque c'est payé et que c'est intéressant pour elle parce qu'elle est complètement démunie d'avoir cette rémunération-là. On va développer ça. J'aimerais juste me tourner vers Daniel Lemler, qui s'est aussi beaucoup penché sur cette période. Mais en fait, la question s'adresse aux psychiatres, pour vous aussi, hein, et psychanalystes. Enfin, on se dit toujours, comment est-ce possible, comment peut-on conduire ce genre avoir un tel traitement envers l'homme? Bien évidemment, on pense aux travaux d'Hannah Arendt, mais on a envie de vous dire qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour être en capacité un jour de basculer. D'abord, je voudrais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, c'est que malgré les garde-fous, la question, elle reste entière et toujours d'actualité. J'en veux pour preuve, et je ne prends pas parti, j'en veux pour preuve un petit article dans le Bled, dans le journal local de ce matin, où est posée la question du toucher vaginaux sur des patientes cobayes. Hein, c'est le titre de l'article. Et ça me rappelle quelque chose de simple, hein, c'est l'origine des hospices. Les hospices civils
ont été créés pour soigner les indigents et permettre aux carabins d'apprendre leur métier. Et donc il y a quelque chose de cette dimension-là qui pose toujours la question de l'autre comme objet. Objet d'étude, objet d'apprentissage, objet tout court, Stück, comme disaient les nazis. Question un peu d'actualité dans la région. Les théories de la fin du 19e, elles ont touché toute la culture. Elles n'ont pas été des théories nazies. Et d'ailleurs, les premières expériences de stérilisation, elles ont été faites aux États-Unis, sur des malades mentaux. Les questions qui ont démarré à la fin du 19e siècle, elles ne se sont pas arrêtées aujourd'hui. Elles sont toujours d'actualité. D'ailleurs, toutes ces questions sont là et sont présentes. Alors, qu'est-ce que les camps nous ont enseigné? Qu'est-ce qui se joue dans les camps? Pas l'horreur. L'horreur, on sait que ça fait partie de l'humain. C'est pas l'inhumanité non plus. C'est pas la barbarie. Ça serait trop facile. Ce que les camps nous ont enseigné, c'est l'espèce humaine. C'est que, comme disait Grodek, au fond de l'homme, il y a ça. Et que chaque homme est mis en demeure de se débrouiller avec ça. C'est pas une chose particulièrement facile. Il y a quelqu'un qui le raconte très bien. C'est un monsieur qui a écrit un livre sous son matricule de déporté. Donc ça s'appelle Cas ethnique, j'oublie toujours son numéro. Et qui explique, c'est un homme qui a passé plus de 3 ans et demi dans les camps, ce qui est une longévité exceptionnelle. Et il explique que le moment qui a été le plus pénible pour lui, le plus terrifiant, c'était quand il y avait les camions à gaz, là, les premières chambres à gaz portatives. Là. Au moment où on le faisait monter dans le camion, il a croisé le regard du SS. Et là, il a vécu ce qu'on appelle un moment spéculaire, c'est-à-dire chacun s'est vu dans l'autre, chacun s'est rendu compte qu'il pouvait être l'autre. Et c'est ça que les camps nous enseignent. C'est qu'on n'est pas devant quelque chose de l'ordre de l'exception, de l'extraordinaire, dans aucun registre. On est dans la confrontation même de ce que l'homme peut faire. Et l'homme, c'est chacun d'entre nous. Ce que les camps nous apprennent, c'est que chacun est mis en demeure de vaincre Hitler en soi. C'est ça que nous portons dans notre fort d'intérieur. Je veux dire, Freud nous a enseigné d'abord Eros, et puis il a fini par découvrir que tout n'était pas Eros, qu'il y avait d'un côté la vie, la pulsion de vie, mais que de l'autre côté, il y avait quelque chose de sombre dans l'homme, une part sombre, qu'il a appelée la pulsion de mort, la pulsion de destruction. Et dans le fond, toute notre existence, tous nos actes, toute notre manière d'être au monde, c'est une intrication de ces deux pulsions. Ce qui nous fait vivre, c'est comment agissent en même temps la pulsion de vie et la pulsion de mort. Seulement, il y a des situations qui désintriquent et qui permettent que certains côtés, parfois le côté sombre, s'expriment de façon plus violente. Et en particulier, quand quelque chose vient l'autoriser. Et ce qui s'est passé de particulier sous le nazisme, c'est que les choses étaient légitimées. Le nazisme a donné une opportunité. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel dans l'avancée de la médecine, mais tout d'un coup, il y a eu une opportunité. Bien, on va développer ça un peu plus tout à l'heure quand même, une opportunité. David Le Breton, ce qu'on apprend, alors tu l'as ramené moi aussi, dans ton livre La chair à vif, usages médicaux et mondains du corps humain, notamment dans le chapitre, en tout cas celui-là a beaucoup retenu mon attention, consacré à l'anthropologie du corps, c'est que l'histoire du corps et de la médecine, quand même, on y trouve régulièrement des histoires de corps volés, démembrés, déterrés, et que de toute façon, et le plus souvent, il s'agit de populations pauvres, il s'agit de juifs, de noirs, etc. Et on sait à qui s'attaquer en fine. Oui, tout se passe comme si une part de l'humanité était vouée au sacrifice pour l'avancée de la recherche, de la médecine ou autre.
Alors, je reviens quand même un instant sur le propos de Anne et sur le propos de Daniel, pour enchaîner aussi sur la question que tu soulevais de comment peut-on en arriver là. Je pense que le serment d'Hippocrate peut facilement devenir le serment d'Hypocrite en quelque sorte. Tout simplement, il suffit d'éjecter les personnes de leur humanité, de considérer qu'elles sont, de les animaliser d'une certaine manière. Et c'est tout l'œuvre du racisme, de l'intégrisme aujourd'hui, puisque au nom de Dieu, on peut tuer les mécréants qui n'ont aucune valeur, évidemment, pour Dieu. C'était la vie indigne de vivre également lors de l'époque nazie. À cet égard, d'ailleurs, la question que soulevait Anne, je citais dans mon livre une anecdote absolument terrible pour montrer, justement, c'est une femme médecin qui interroge un autre médecin, je crois que c'est d'ailleurs... non, c'est pas Rudolf. Bon, c'est un médecin, elle c'est sur la rampe de Auschwitz, et puis il y a une déportée qui aborde un médecin allemand et qui lui montre la fumée qui s'élève des cheminées des fours crématoires et qui l'interroge sur sa fidélité au serment d'Hippocrate. Cet homme répond sans ciller qu'il est médecin et, je cite, qu'il voulait évidemment préserver la vie. Par respect pour la vie humaine, il devait retirer un appendice gangréneux d'un corps malade. Les Juifs sont l'appendice gangréneux de l'humanité. Oui, à partir du moment où on éjecte l'autre de son humanité, il n'y a plus de problème éthique, évidemment, et c'est la liquidation du visage également. Et puis, c'est au-delà de cas ethniques, il y a aussi le passage inoubliable si c'est un homme de Primo Levi, quand Primo Levi croise le regard du chimiste qui va l'employer et où il s'aperçoit qu'il est totalement un insecte, totalement objectivé, qui n'existe absolument plus en tant que sujet. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, dans La chair à vif, je m'étais énormément intéressé à la question des prélèvements d'organes. La première édition du livre date de 92 ou 93. Et à l'époque, j'étais profondément écœuré par un certain nombre de positions que prenaient des médecins, à l'image de Cabrol, par exemple, qui abordaient des familles endeuillées par la mort d'un enfant, par exemple, et Cabrol a dit un jour que les parents qui perdent un enfant et qui ne donnent pas les organes de cet enfant sont des assassins. Voilà. Et en tant qu'anthropologue, j'étais absolument sidéré parce qu'on connaît évidemment, on sait que le statut anthropologique du cadavre est éminemment différent d'une société à une autre. Et puis même, pour la plupart d'entre nous, même le cadavre de la personne que l'on aime demeure la personne qu'elle était. C'est-à-dire, nous souhaitons que le cadavre soit traité avec amour, humanité, etc. Et puis voilà, un certain nombre d'hommes, c'était l'époque de France Transplant, qui n'est pas une époque très glorieuse de l'histoire de la médecine. Et donc voilà un certain nombre d'hommes qui revendiquent le droit de pouvoir utiliser des cadavres, des personnes cérébralement mortes, mais donc biologiquement vivantes pour ces prélèvements d'organes. À l'époque aussi, d'ailleurs, un philosophe comme François Daguenier revendique la nationalisation des corps, dit la société nous a hébergés, nourris, etc. Il est juste que nous lui rendions, dans un phénomène de don contre don, que nous redonnions ce que nous avons reçu en donnant notre cadavre à la science, etc. Bon, vous vous rappelez sans doute de ces polémiques, de l'indignation d'un certain nombre d'entre nous. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé sur La chair à vif pour rappeler que les débats que nous avions dans ces années 90 et qui évidemment perdurent aujourd'hui autour du statut anthropologique du cadavre ou de la personne en mort encéphalique, c'était en fait un très très vieux débat de l'histoire de nos sociétés qui renvoyait à toute l'histoire de l'anatomie. Puisqu'à partir à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, donc va s'amorcer l'entreprise anatomique qui s'établit sur une rupture anthropologique absolument radicale, c'est-à-dire qu'avant, au moment encore du Moyen-Âge, l'humain est considéré comme création de Dieu, donc absolument intouchable, il y a un respect absolu du cadavre. Et qui dure d'ailleurs depuis quasiment l'Antiquité, sauf une brève période dans l'Égypte romaine où je sais plus comment dire, un responsable de là-bas avait autorisé 2 médecins à faire des vivisections sur des condamnés. Mais mis à part cette petite parenthèse, donc pendant des millénaires, sans doute peut-on dire, il y a eu un respect profond du cadavre parce que le cadavre demeurait la personne qu'il ou qu'elle était. Voilà. Les anatomistes vont rompre radicalement cette vision-là en considérant finalement que nous ne sommes que des organismes.
que lorsque nous mourons, finalement, il y a une part de nous qui s'en va, l'âme, l'esprit, etc. Et puis, il reste un corps, un reste absolument indifférent, et ils vont commencer donc à le disséquer. Donc c'est l'époque de Vézal, par exemple, personnage absolument fabuleux, fascinant, aventurier aussi, et puis l'un des grands fondateurs en 1542 de l'anatomie, à travers l'apparition de son livre La Fabrica. Le problème donc, auquel vont se heurter les anatomistes pendant des siècles, jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est où récupérer les cadavres pour pouvoir les disséquer et pour pouvoir également enseigner une certaine forme de la médecine. Et ce sont une partie de la population va être en permanence sacrifiée. Ça va commencer par être les condamnés, par exemple, les condamnés à mort. Donc ils vont, les anatomistes, avec leurs aides, vont aller décrocher les pendus, vont voler les cadavres des pauvres dans les hospices. Et puis ils vont s'attaquer aux dépouilles des personnes, des communautés les plus fragiles dans les régions. Donc ça peut être les juifs dans certains endroits, toujours les pauvres de toute façon, les vagabonds, etc. Aux États-Unis, ce seront les noirs. Et quand j'ai travaillé sur le sujet, j'étais absolument effaré de voir. Je me suis demandé à un moment donné si un seul noir avait réussi à rester dans sa tombe sans qu'on ne vienne immédiatement le déterrer, avec les fameux résurrectionnistes qui ont fasciné Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Donc je me suis demandé si un seul noir avait pu rester dans sa dernière demeure, entre guillemets, pour utiliser des termes quand même qui en disent long dans les imaginaires de nos sociétés. Parler de la dernière demeure, ça renvoie quand même à une certaine idée que quelque chose de nous subsiste par-delà la mort. Et donc le cadavre des Noirs devient une matière première en quelque sorte, et pendant très très longtemps. Il y a même des trafics incroyables entre les États-Unis et le Canada où des tonneaux sont bourrés de cadavres salés, etc. Et pour les facultés de médecine du Canada. Et puis aujourd'hui, donc sans doute, on peut considérer que les choses se poursuivent sous d'autres formes. Regardez, mais ailleurs. Et puis dans un autre contexte historique. Regardez par exemple les polémiques que nous avons eues autour des expositions de Gunther von Hagens. L'exposition a été interdite en France, mais moi je l'ai vue à Montréal, je l'ai même vue aussi au Brésil. Gunther von Hagens donc, est un anatomiste qui présente des corps en situation. Donc on a des hommes qui font du patin, qui jouent avec une batte de baseball, un couple qui s'embrasse, mais ce sont des corps apprêtés, c'est-à-dire vous voyez les nerfs, les muscles, etc. Et là, une polémique très vive est née autour de la provenance de ces corps. Il est vraisemblable que Gunther von Hagens s'est approprié des corps ou a acheté des corps, donc de personnes qui jamais n'auraient eu l'idée de se revoir, d'être exposés comme ça dans le monde entier sous des auspices quand même peu favorables. Bon, ça c'est l'un des... Donc le trafic de cadavres perdure dans nos sociétés. Il y a eu le trafic du sang, etc. Je me souviens quand j'étais routard, dans les années 80, dans les années 70 plutôt, quand j'étais tout jeune, je me souviens d'une fois à Naples où j'avais été abordé, où on voulait m'acheter du sang. J'avais connu ça aussi en Turquie ou dans d'autres lieux. Aujourd'hui, ce sont les ventes d'organes, d'ailleurs, un certain nombre. Alors les trafics d'organes, oui, parce qu'il y a une criminalité, notamment en Amérique latine, qui est terrible, puisqu'on peut tuer des enfants, par exemple, des enfants errants pour récupérer leurs cornets, parce que les cornets se conservent dans un frigidaire pendant relativement longtemps. Donc il y a plein d'histoires comme ça, de trafic de corps. Dans un hôpital psychiatrique en Argentine également, où des patients, on a retrouvé des patients démembrés, etc. Et où c'était pendant la dictature militaire, et on peut penser que beaucoup d'organes de ces patients avaient été vendus pour des... Bon, alors aujourd'hui, donc on exploite la misère, entre guillemets, en achetant les organes en Europe de l'Est, ou en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique latine, etc. Donc encore aujourd'hui, bon, je vais m'arrêter là, mais il y a donc une transformation d'une part de la population en matériaux pour la recherche ou pour la médecine. Un dernier mot quand même, ce matin je relisais Günther Wallraff, que beaucoup d'entre vous sans doute ont lu, ces têtes de Turc, vous vous rappelez que c'était un journaliste allemand extrêmement impliqué et qui se donnait totalement à ses enquêtes.
et qui se griment en turc, en travailleurs turcs, clandestins, plus ou moins, bon, et ils vendent sa force de travail. Et à un moment donné, il raconte qu'il se vend pour des expérimentations médicamenteuses dans un grand institut de recherche allemand à Ulm, et donc on lui injecte des produits dont il ne sait pas du tout ce qu'ils sont, et il raconte que les on-dit marque le fait qu'un certain nombre de ces hommes sont quand même sacrément malades après, que on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais en tous les cas, ils sont payés pour expérimenter donc des médicaments, non pas sur la bonne population allemande, mais sur les travailleurs migrants, turcs ou les exilés latino-américains dans ces années-là. Voilà, donc encore une fois, des gens bons à rien d'une certaine manière, déshumanisés, animalisés, voire bestialisés, et sur lesquels toute licence est possible de faire ce qu'on veut. Oui, pardon. Et puis, c'est vrai que je pense que nous avons tous en tête des cas qui sont dans l'actualité sur des médicaments qui sont testés en Afrique ou en Inde, et puis qu'on arrête parfois qu'on arrête parce qu'il y a une indignation internationale. J'ai juste retrouvé par exemple le cas d'un antiviral, c'était en mars 2005, donc un antiviral laboratoire Tenofovir qui expérimentait en Afrique. Et puis, face à la multiplication des accidents de certains essais, les essais ont dû être interrompus. Ça avec aussi une forte mobilisation de l'opinion internationale. Voilà. Tu voulais aussi intervenir, Daniel Lemler, tu voulais reprendre la question de la déshumanisation, je crois. Et puis juste un mot par rapport à ce que tu viens de dire. Si éventuellement on a le temps, je pourrais vous dire quelques mots de la manière dont... Bon, c'est pas exactement des cobayes bon marché, mais c'est quand même quelque chose qui touche à cette dimension-là. Comment le lobbying, la médecine nous ont d'une certaine manière volé un sentiment pour le transformer en une maladie qui est très rentable. Je voulais donc revenir sur le processus de la déshumanisation sur deux volets. C'est comment est-ce qu'on réduit l'autre à un stuc, et puis qu'est-ce qui fait que tant de personnes ont pu participer, tous ces hommes dits ordinaires aujourd'hui. Comment on réduit l'autre à un stuc? Eh bien, plusieurs choses ont été dites autour de ça. C'est que ça tient à la manière dont on le nomme d'abord. Donc ça tient à la manière dont on va signifier l'identité ou la non-identité de quelqu'un. C'est ce qui va faire qu'on va le voir ou ne pas le voir. Je vous rappelle que les SS ne supportaient pas qu'on les regarde, qu'ils croisent le regard d'un autre. Alors ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que le langage vient dire quelque chose de notre identité, et la place dans laquelle on va situer dans le langage un groupe particulier va avoir un effet sur le regard qu'on peut avoir sur lui ou la manière dont on peut l'utiliser. Par exemple, les expérimentations médicales, parce qu'il y a eu deux sortes d'expérimentations dans les camps. Il y avait de véritables expérimentations médicales, tout à fait normales, sauf que les cobayes n'étaient pas consentants. Et ces cobayes non consentants, ils avaient un mot pour les nommer, ça s'appelait des Versuchspersonen. Ça veut dire des personnes d'essai, donc des objets d'essai quelque part pour l'expérimentation. Donc il y a quelque chose qui se joue et qui fait qu'on se reconnaît ou qu'on reconnaît l'autre à partir d'un trait identitaire qui est un trait signifiant. Il y a une histoire rapide que je peux vous raconter qui montre très bien ce que ça signifie. Il y a quelques années, il y a maintenant un certain nombre d'années, j'ai rencontré le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zagreb. Et il me raconte qu'il avait un corps soignant tout à fait extraordinaire. Il avait un agrégé, 2 chefs de clinique, 3 psychanalystes, 3 internes, une psychologue, une psychomotricienne, que sais-je encore. Et ça faisait un corps soignant qui s'entendait bien, qui fonctionnait bien. Et du jour au lendemain, il avait des Croates, des Serbes, des musulmans, et c'était la haine. Du jour au lendemain. Ça veut dire du jour au lendemain, la manière dont les gens s'identifiaient les uns par rapport aux autres avait changé. Insignifiant, et ça suffit. Ça, je crois que c'est très important. C'est pas pour rien qu'on parlait d'Untermensch. C'est pas pour rien que ces idéologies et les biocraties, avant le nazisme, ont introduit l'idée des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Toutes ces questions
toutes ces questions sont toujours d'actualité au moment où la question de la médecine et sa rentabilité. Ces questions, elles reviennent sur le devant de la scène parce qu'on est obligé de se les poser. Et je crois que c'est important d'être attentif, vigilant par rapport à ça. Le deuxième volet, c'est comment est-ce que c'est possible que autant de personnes ont participé? Ça, c'est des questions qui ont travaillé les psychologues, entre autres, après la guerre, et ça a donné lieu à des expérimentations de psychologie expérimentale plutôt bizarres. Il y en a une qu'on connaît, celle de Stanley Milgram, j'en dirai un mot après. Il y en a une qu'on connaît moins, d'un monsieur qui s'appelait Solomon H. et qui a fait une expérience sur le conformisme de groupe. Et ça, je vous demande à tous de vous mettre dans votre fort d'intérieur et de réfléchir à ça. Il a montré que quand il y a un groupe qui a un avis unanime sur quelque chose qu'un sujet sait clairement, objectivement être faux, la plupart du temps, il va se ranger à l'avis du groupe. Ça, c'est une question très très importante sur la difficulté de l'être humain de se séparer d'un groupe et de soutenir une position, une affirmation à côté d'un système de groupe. Et quand je dis c'est manifeste, c'est objectif. Stanley Milgram, lui, l'a montré, ça vous le connaissez tous parce qu'on en a beaucoup parlé, les expériences de soumission à l'autorité. Je ne vais pas vous rappeler tout le système, je vais juste vous rappeler qu'il y a un chiffre constant. On peut discuter du protocole, comme on dirait, de l'expérience. Mais il y a un chiffre constant. 63% des gens, d'abord, personne n'a refusé de participer, et 63% des gens sont prêts à aller au maximum, c'est-à-dire à tuer l'autre. Ce qui fonctionne à cet endroit-là, et j'en finirai là-dessus, c'est une caution. Je veux dire, au nom de certaines cautions, on est prêt à s'asseoir sur ses propres valeurs. Dans l'expérience de Milgram, la caution était scientifique. C'était justement une expérience scientifique. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est difficile d'échapper à la pensée dominante, et d'où l'intérêt aussi de peut-être de développer l'impertinence et l'esprit critique. Juste toujours sur ce marché du corps humain, il y a bien évidemment les travaux de Céline Lafontaine, qui a écrit à minima, enfin elle en a écrit plusieurs, mais j'aimerais juste en citer au moins deux. L'empire cybernétique des machines à penser à la pensée machine, et puis la société post-mortelle. En fait, Céline Lafontaine, elle explique comment est-ce que sous le développement, il y a un développement de marché mondial de ce qu'elle appelle la bioéconomie, de marché de tissus humains, sang, cellules, ovules, etc. Je n'oublie pas Yulia, notre grand témoin, ni Yann Hérault, qui va nous expliquer autre chose sur ce volet. Yulia Rosalia. Oui, en fait, moi, je voudrais revenir sur la qualité du consentement, parce que je viens de Roumanie, en fait, et pendant mes études, j'avais des collègues qui participaient à des essais cliniques pour des divers médicaments, et elles n'étaient jamais bien informées sur les effets adverses sur long terme qu'elles peuvent avoir. Donc, elles étaient rémunérées, c'était considéré un job comme toutes les autres, et en fait, je trouve que la qualité du consentement de la personne, est-ce qu'elle est bien, vraiment bien informée ou non, c'est très important. Et aussi dans, pardon, Yulia, c'est par exemple quel type de médicaments et puis quel niveau de rémunération? Il s'agissait des pilules contraceptives dans leur cas. Et je pense qu'aussi des antidouleurs et des antidépresseurs. C'était des grosses rémunérations ou pas? Des très petites rémunérations. Bon, par rapport à la Roumanie, c'était assez conséquent, 50 € par semaine, mais je pense qu'en France, c'est une somme totalement... et aussi les essais cliniques dans les cas des personnes qui sont atteintes des maladies graves. En fait, j'avais lu un interview très intéressant sur atlantico.fr de Madame Nicole Delpine, qui est responsable de l'unité oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré. Et je me permets de la citer en fait. Elle disait « Malheureusement, de très nombreux témoignages montrent que la loi n'est pas toujours respectée. On tente trop souvent de faire croire aux malades qu'il s'agit seulement de soins, que tout le monde fait la même chose, que c'est les traitements standards. On informe qu'exceptionnellement des traitements disponibles ayant fait leurs preuves. » Donc je crois que c'est un témoignage qui tire un signal d'alarme. Merci Yulia. Yann Hérault, avec vous, on va parler d'essais qui sont bien avant les essais cliniques, en fait, en tout cas sur les médicaments. Expliquez-nous à quel moment vous intervenez. Merci. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler plutôt de ce qu'on fait en amont de la recherche clinique, qui est la recherche préclinique, et qui est motivée par des questions et des intérêts scientifiques principalement. Alors, on fait tout dans on a tout un tas d'outils, en fait, qui nous permet d'aborder des questions au niveau des molécules, puis de passer à une échelle supplémentaire
de complexité qui va être la cellule, et de comprendre ensuite petit à petit l'interaction de ces cellules dans un tissu sain ou un tissu malade. Et de comprendre après comment on peut vraiment peut-être corriger les défauts d'un tissu malade pour le rendre plus sain, plus fonctionnel, plus opérant, et ensuite arriver à l'intégrer dans un organisme complet. Donc on arrive à une phase où on a passé tout un nombre d'étapes premières, qui sont plus de la recherche fondamentale, et on va arriver à une phase où, pour comprendre cette complexité au niveau de l'individu, de l'organisme entier, il faut passer à la démarche de l'expérimentation animale. C'est vraiment incontournable encore actuellement, parce que même avec tous les efforts que l'on fait pour modéliser les différents systèmes biologiques qui nous composent, on n'arrive pas à les appréhender dans leur complexité. Et on n'a qu'à regarder autour de nous, on est tous différents, et c'est cette différence qu'on a encore du mal à appréhender et répercuter dans nos modèles. Donc là, l'expérimentation animale est malheureusement nécessaire pour toutes les raisons éthiques que vous avez entendues. L'expérimentation chez l'homme est quand même très compliquée, très difficile, et demande des niveaux éthiques et de compréhension du patient, qui va être le sujet très important. L'expérimentation animale, ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser de côté, et elle se caractérise principalement par des recherches qui vont avoir non seulement des impacts sur le domaine médical, par exemple des greffes, comment on peut réaliser au mieux des meilleures greffes, faire prendre des tissus dans un autre organisme, de la recherche fondamentale, comprendre vraiment les mécanismes fondamentaux qui vont conduire de la naissance, de la fécondation jusqu'à un embryon complet et un organisme adulte, mais aussi la connaissance des maladies pour justement avoir des approches qui nous permettront ensuite, la connaissance des mécanismes qui sont perturbés dans ces cas de maladies, qui peuvent être aussi bien des maladies infectieuses que des maladies héréditaires. Il faut aussi malheureusement pas oublier qu'on est tous sujets à des mutations qu'on appelle nouvelles, qui arrivent comme ça spontanément et qui sont à l'origine de certaines pathologies qui sont, par exemple, très dominantes dans les déficiences intellectuelles, ou peut-être même l'autisme, ou voire la schizophrénie. Donc, toutes ces connaissances sur les maladies vont nous permettre ensuite d'envisager des approches thérapeutiques pour essayer de contrecarrer ces effets néfastes. Et on arrive aussi à un niveau, un deuxième domaine en fait d'intérêt pour la recherche avec l'expérimentation animale, qui est la sécurité des médicaments. Il faut bien savoir que quand on a des médicaments entre guillemets prototypes que l'on valide sur des animaux, on essaye aussi d'évaluer sur différents animaux s'ils ont des effets néfastes qui feraient que le gain qui serait obtenu par ces médicaments serait peut-être moindre par rapport aux effets négatifs que l'on pourrait observer. Et à cette étape-là, dans la recherche préclinique, on met de côté environ 50% des molécules qui sont déjà actives, avant d'arriver sur la recherche vraiment clinique qui va mettre en jeu des individus humains. Et ensuite, bien sûr, il y a tout un développement à partir de ces connaissances de méthodes alternatives qui nous permettent de répondre principalement à deux questions qui sont essentielles dans toute démarche expérimentale sur l'animal, qui sont premièrement la démarche éthique et ensuite, bien sûr, le suivi d'une réglementation qui devient de plus en plus importante, certaines fois contraignante, mais qui au moins oblige le chercheur, l'institution, à s'interroger sur sa démarche dans ses expériences de tous les jours. Alors la démarche éthique, elle est principalement centrée sur une règle qui s'appelle la règle des 3 R en anglais. Alors en français, les mots ne sont pas tout à fait parfaits, mais je vais vous l'aider comme ça. C'est remplacer tout d'abord l'animal avec toutes les expérimentations que l'on peut faire autrement in vitro ou dans des cellules. Réduire, mais ça peut être aussi, remplacer, j'ai oublié, ça peut être remplacé par des techniques qui sont moins invasives, qui vont moins induire de stress sur l'animal. Réduire, c'est réduire le nombre d'individus qu'on va utiliser pour comprendre les effets ou les conséquences des protocoles expérimentaux. On peut réaliser ceci actuellement et raffiner ou améliorer les protocoles expérimentaux, par exemple en diminuant le stress ou en prenant en compte la douleur de l'animal, si jamais douleur il y a dans les protocoles. Ensuite, il y a bien sûr une autre règle que je rajouterai, qui est un autre point plutôt, qui est la responsabilité du chercheur dans sa démarche expérimentale, donc un 4e R, et c'est l'interrogation qu'il doit avoir: est-ce que le modèle animal que je vais utiliser pour ma recherche va me permettre de répondre le mieux possible à ma question, car on a à notre disposition actuellement un ensemble d'animaux modèles qui sont plus ou moins proches de l'homme et qui sont plus ou moins pertinents par rapport aux questions scientifiques
que l'on s'impose. Par exemple, si on veut regarder la formation du développement embryonnaire, on peut utiliser des poissons et regarder vraiment des mécanismes morphogénétiques très fins en regardant des larves qui vont se développer, qui sont transparentes et qui nous permettent avec des techniques d'imagerie, de microscopie, d'aller voir tous ces mouvements cellulaires beaucoup plus finement que d'aller regarder par exemple dans un embryon de souris ou de primate. Mais bien sûr, on ne va pas avoir le plan d'organisation d'un primate, on va avoir le plan d'organisation d'un poisson et ce n'est pas tout à fait identique. Mais ça nous permet d'aborder quelques questions qui sont déjà primordiales. Ensuite, on peut s'interroger sur la validité des modèles. Alors là, c'est une grande question, c'est une question qui est toujours constante dans notre démarche. Et la grande facilité que l'on a actuellement à utiliser des modèles rongeurs, parce que ce sont des animaux qui sont des mammifères, avec lesquels on partage une grande partie de nos gènes, en fait 90%, 95% de nos gènes sont communs chez tous les mammifères, donc on peut travailler, on a des outils génétiques qui sont, pratiquement incroyables actuellement. On a des cellules embryonnaires souches qu'on peut manipuler in vitro, qui nous permettent de reconstituer des animaux qui portent les mêmes modifications génétiques que chez les patients qui ont des maladies héréditaires ou qui ont des trisomies ou qui ont d'autres maladies beaucoup plus sévères. Et on a ainsi la possibilité de vraiment remodeler leur génome et de créer des conditions qui sont similaires à l'homme, tout en gardant des animaux qui sont quasi identiques les uns aux autres, car au fur et à mesure de la sélection, ce sont des études qui ont été faites dans les années, au début du XXe siècle en fait, on avait déjà le besoin d'avoir recours à l'expérimentation animale. C'est tout un groupe qui s'était constitué au nord des États-Unis. On avait besoin de recours à l'expérimentation animale. Ils se sont intéressés à ces petits rongeurs, à ces petites souris qui étaient dans nos maisons et qui étaient gardées dans des commerces et qui commençaient à montrer des affections un peu particulières, comme de ne plus avoir d'équilibre ou d'avoir des couleurs de pelage ou d'être plus sensible à la consommation d'alcool, par exemple, ou d'être plus sensible à l'apparition de certains cancers. Et donc ces animaux-là, on a réussi à en faire des lignées qui sont consanguines, dans lesquelles en fait deux individus sont complètement identiques au niveau génétique, et donc on est capable maintenant de modifier simplement une petite partie de leur génome et de regarder ce qu'elle va impacter sur le fonctionnement global. Donc ça c'est, quand je parle de remplacer, réduire, raffiner, c'est dans notre questionnement de tous les jours quand on réalise de l'expérimentation animale, de s'interroger aussi sur le modèle qui est le plus approprié pour essayer de répondre à notre question. On n'est pas des souris, mais peut-être que la connaissance que l'on aura sur ces organismes nous permettra de mieux comprendre. Et même si le modèle n'est pas parfait, et généralement il n'est pas parfait, on est très différent des souris, ça nous permet aussi de montrer peut-être que les différences que l'on observe peuvent nous servir à trouver des voies alternatives pour traiter et éventuellement progresser dans la démarche thérapeutique chez d'autres espèces. Je pense qu'il y aura d'autres questions pour vous dans la salle et je vais commencer à vous passer le micro. David Le Breton souhaitait répondre rapidement à Daniel Lemler. Je voulais juste prolonger le chemin, le propos de Daniel, parce que je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Tu as dit, Daniel, que 63% de la population recrutée par Stanley Milgram avait accepté la puissance de l'autorité et donc avait torturé, croyait en tous les cas torturer d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y en a 27%, un peu moins si ma mémoire est bonne, en tous les cas, qui ont résisté. Et je pense que si on reste simplement dans l'énumération de ces chiffres, d'une forme de pression du groupe qui fait que la majorité tombe dans le pire, on entre dans une sorte de pessimisme. Je crois qu'il est important de rappeler qu'un certain nombre d'hommes ou de femmes ont refusé de participer à ces expérimentations. Robert Browning, dans son livre « Les hommes ordinaires », montre également que ces hommes des hommes ordinaires qui vont devenir des tueurs de masse, au début, le recruteur leur dit « Qui d'entre vous ne veut pas participer à cette chasse aux Juifs en Europe de l'Est ?» Et un certain nombre d'hommes vont se lever et vont partir. C'est ceux d'ailleurs que Philippe Breton a appelés les renonçants. Mais il y a aussi, au-delà des renonçants, donc ceux qui refusent de collaborer, qui peuvent rentrer tranquillement chez eux et ne plus rien faire. Au-delà, il y a encore les résistants, ceux qui vont se battre contre une situation qui leur paraît absolument intolérable. Voilà, donc ce n'est pas 100% de l'humanité qui est touchée ici, c'est une fraction de l'humanité, sans doute la moins intéressante, entre guillemets, sur le plan éthique,
mais donc nous disposons toujours d'une capacité de dire non. Et je pense qu'il y a cette belle phrase de Fitzgerald que je vais mal citer, mais qui dit en substance qu'on peut considérer que tout est perdu et non pas moins avoir le désir de vouloir changer les choses, en tous les cas ne serait-ce que pour sauver son âme, sauver une image de soi. Anne Dagnon, puis Monsieur Hasselmann dans la Juste salle. dans un prolongement extrêmement rapide de ce que vous venez de dire, il y a un philosophe de Reims, je crois, qui s'appelle Korotchenko, qui a fait un livre justement sur ces questions-là, où il donne plusieurs exemples d'expérimentation, mais aussi, je dirais, de la vie, en particulier d'une Américaine à New York, avec 60 personnes qui entendaient qu'elle était en train de se faire assassiner, violer, et qui n'ont pas réagi. Mais il donne les exemples, effectivement, de personnes qui ont résisté, et en particulier l'exemple du pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon, qui a accueilli des enfants juifs, et où toute la population a suivi et accueilli aussi ces enfants. Donc je crois qu'effectivement, il y a les deux, mais on pourrait dire aussi qu'au Chambon-sur-Lignon, il y a eu effectivement quelqu'un qui, peut-être un effet de masse aussi, mais aller dans l'autre sens, de personnes résistantes. Monsieur Hasselmann. Oui, bonjour, Michel Hasselmann, je suis médecin, professeur de réanimation et directeur de l'espace éthique régional. Alors, bon, je vous remercie pour votre séance, mais elle me laisse quand même, elle me glace le dos. Je suis un peu terrifié par tout ce que vous racontez. Vous nous tracez une image apocalyptique de la recherche. C'est épouvantable. Alors, j'espère que personne dans la salle ne s'est jamais soumis à un essai de recherche clinique. Je trouve que vous êtes en train de nous dire que la recherche se fait de façon sauvage. Heureusement, on protège les animaux. Les animaux, ça, vous nous dites qu'on y fait bien attention. Je suis un horrible chercheur clinique. En ce moment, dans mon service, il y a 20 études cliniques en cours. 20 études cliniques. On n'a jamais été aussi fortement contrôlé aujourd'hui. Et là, je regrette pourquoi vous n'avez pas sur le desk un représentant de la recherche clinique, quelqu'un comme ça. On en avait un qui s'est désisté il y a une semaine. Oh ben ça, c'est dommage. Non, je voudrais simplement quand même dire qu'en recherche clinique aujourd'hui, et vous avez raison, moi j'ai traversé mes 40 ans de carrière où j'ai fait de la recherche, on a tous fait ça sauvage. On n'avait pas de comité de protection, on n'avait pas de CPP. Aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même dire un mot au public qui peut un peu rassurer que quand on fait de la recherche clinique dans un hôpital, il y a des garde-fous aujourd'hui, mais incroyables, qui font que la recherche est très difficile à faire. Raison pour laquelle aussi elle peut se faire sur des pays étrangers où il n'y a pas cette protection. Ça, c'est une vraie question. Mais aujourd'hui, la recherche, et quand on dit l'homme, le cobaye le moins cher, mais si vous voyez le coût de la recherche clinique, combien ça coûte au laboratoire, je peux vous dire que le fameux cobaye, c'est pas le moins cher, c'est hors de prix. Donc moi, simplement un message, je voudrais rassurer le public, quand on fait de la recherche clinique, elle est aujourd'hui considérablement encadrée, et au comité d'éthique, quand on analyse les projets, on ne peut même plus faire une recherche en soins courants. Même ça nous est pas interdit, mais ça nécessite un contrôle. Donc, simplement un message un petit peu rassurant sur la recherche clinique. Merci. Michel, je crois que tu as tout à fait raison d'avoir abordé cette question qui ne l'avait pas été. J'avais juste terminé mon propos sur effectivement le code de Nuremberg qui a permis aussi l'émergence du code de la loi Hurier-Seruskla en 88, qui réglemente la recherche médicale en France. Et donc, mais je crois que cette question-là, elle est tout à fait essentielle et il ne faut pas, parce qu'il y a eu des dérapages dramatiques et parce qu'il y en a encore ailleurs, penser que toute la recherche médicale se passe dans des conditions inacceptable. Je voudrais abonder dans le sens, parce que quand on constitue une table ronde, on n'est jamais à l'abri d'une défection, mais cette défection, elle est venue du titre et d'une faute de frappe dans le titre. On a oublié un point d'interrogation, le cobaye le moins cher, point d'interrogation. Et le chercheur qui avait accepté de venir, quand il a vu ce titre, a dit « je ne viens pas, c'est un piège ». On se serait attendu à ce qu'ils viennent et qu'ils disent « attendez,
l'humain, c'est pas le cobaye le moins cher, comme tu viens de le dire. Mais il a même plus voulu discuter et il a dit on ne vient pas. Mais ce que je voudrais dire. Non mais pardon Israël, et puis quelle que soit la raison, de toute façon, là, on n'est pas en train de dicter une vérité, nous sommes en train d'avoir un propos, une table ronde qui sera complétée par les regards et les expériences de tous. Ce que je voulais dire, parce que j'ai à la fois une vision d'ancien étudiant et d'enseignant, et comme on a commencé sur les touchés vaginaux, il faut bien dire qu'aucun des gynécologues ici présents ne sera éternel, et qu'il faut bien qu'on enseigne le toucher vaginal, sans quoi plus personne ne saura faire un toucher vaginal à l'avenir. Et qu'il y a bien eu un moment où chacun d'entre nous a fait son premier toucher vaginal. Et donc, moi j'ai appris à opérer sur des cadavres. Et c'est mieux d'apprendre à opérer sur des cadavres que d'apprendre à opérer. Il y a des gestes quand on opère qui se font à bout de doigts, et si on ne l'a pas senti d'abord sur un cadavre, eh ben on va faire des bêtises sur des personnes vivantes. Donc pour moi, c'est pas manquer de respect au corps humain on utilise le cadavre de personnes qui ont donné leur corps à la science pour permettre aux futurs chirurgiens qui vont vous opérer d'apprendre à faire les gestes avant qu'ils ne les fassent, si j'ose dire, in vivo. Et c'est pas un scandale pour moi que de dire à mes jeunes étudiants en médecine que c'est plus facile d'apprendre à diagnostiquer un fibrome sur une femme qu'on vient d'endormir pour l'opérer de son fibrome, parce que de toute façon on va être obligé de l'examiner juste avant l'intervention, et à ce moment-là, si on l'opère, c'est bien parce que le toucher vaginal n'est pas normal. Et je peux vous dire qu'un jeune médecin qui apprend à diagnostiquer un fibrome à une femme qui n'est pas endormie, il lui fait mal. Alors que si elle est endormie pour faire l'opération du fibrome, il lui fait pas mal. Et si j'apprends pas aux jeunes médecins strasbourgeois à diagnostiquer un fibrome, quand je serai plus là, eh ben, il n'y aura plus personne qui diagnostiquera un fibrome. Donc, je me mets comme Hasselmann sur l'autre versant, c'est que dire on ne peut pas faire d'expérimentation humaine, c'est juste de la folie, ou c'est une régression, on est obligé de la faire, et dire qu'on ne peut pas apprendre sur le corps humain, c'est de la folie parce que ça compromettrait l'avenir et la qualité de la médecine ultérieure. Je crois que Daniel avait amené cet exemple en analysant ou en interrogeant les conditions et les critères. Ça. Une fois de plus, j'ai envie de dire, dans les discussions qu'on a ensemble, on se rend compte qu'on est sur un fil. Et que Exactement. La question éthique, elle est permanente entre on est en train d'apprendre, on le fait dans les meilleures conditions possibles pour l'étudiant et pour la personne qui va participer à cet enseignement en offrant quelque chose de sa personne. Et je pense que ce fil éthique, il est beaucoup lié à la manière dont on va parler la chose. Tout à fait. C'est-à-dire l'inscrire dans quelque chose, d'abord dans laquelle on la fait participer, dans laquelle les choses sont parlées. C'est-à-dire, on va reprendre la question du départ, la reconnaître comme humaine. La question de cet article, c'est par hasard, il était ce matin dans le journal. La question de cet article, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de s'offusquer parce qu'on fait des touchés vaginaux et des touchés rectaux sur des gens en anesthésie générale, sans bien sûr qu'ils aient été informés au préalable, et ça pose des questions. Et voilà. D'ordre éthique. Et comme toujours, ça circule très vite. Alors, on revient à la salle. Il y a déjà 3 demandes de parole. Madame. Michel Mulmanvel, il faudra un peu revenir en arrière après ce qu'on sait, ce qui s'est passé il y a 75 ans. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de médecins et d'étudiants en médecine qui adhèrent au djihad? Au djihad. Au djihad, oui. Qui partent. C'est quelque chose qui commence à être tout à fait identifié. Alors, est-ce qu'ils partent pour faire des expérimentations? Je crois que vous êtes perplexe face à cette question. Oui, parce que, à ma connaissance, ce ne sont pas uniquement des étudiants en médecine. Il peut y en avoir quelques-uns
Mais là, ça renvoie à une thématique de disparition de soi sous la figure de Dieu. C'est une manière grandiose. La plupart du temps, quand même, le profil est celui de délinquants, de petits voyous qui ont une vie complètement insignifiante et qui vont soudain sublimer totalement leur existence en étant convaincus que Dieu est avec eux quand ils égorgent leurs victimes, même quand ils égorgent des enfants, etc. On est donc dans une logique de plus encore que la sidération qu'analysait Hannah Arendt. C'est vraiment un narcissisme grandiose. Moi et Dieu, on va liquider tous les mécréants de la terre, etc. Mais ça ne touche absolument pas que les étudiants en médecine, évidemment. Oui. Mais c'est vrai que ça pose la question parce que vous parliez de petits délinquants, d'enfants des cités perdues, entre guillemets, qui n'ont pas d'éducation. Bon. Mais c'est vrai que quand ce sont des étudiants qui ont fait soit médecine, soit d'autres, parce qu'on entend effectivement que parmi les terroristes, il y a des personnes qui n'étaient pas du tout désacérées socialement, qui ont fait des études, qui ont des doctorats. Donc là, ça pose une autre question, effectivement celle de la fascination, qui par rapport à une idéologie qui va aller au-delà. Mais faire des études de médecine et être médecin n'assure pas qu'on est équilibré et qu'on a un cadre éthique à portée de la main. C'est ce que vous avez d'ailleurs expliqué en début de cette séance. Patrick Gaudret. Merci. Oui, face à cette question qu'on a ce matin, ça nous illustre, je crois, le fait qu'il y a un principe, j'ai horreur du mot principe, mais je l'ai déjà dit, mais un principe éthique qui me paraît totalement fondamental, qui est celui de la pertinence. Et en fait, combien est-ce qu'il y a d'expériences qui ont été faites dans les années sombres que Madame rappelait il y a 75 ans, qui ont amené quelque chose à la science, qui ont apporté une quelconque information scientifique nouvelle. Je crois que ce nombre est très voisin, si ce n'est égal à 0. Donc, d'autre part, on se cristallise un petit peu sur ces années sombres, mais l'expérimentation humaine a continué dans un grand pays nazi qui s'appelle les États-Unis d'Amérique jusqu'en 1972 sur des expériences qui ont été faites sur des populations noires excusez-moi, il faut être politiquement correct, afro-américaines qui étaient totalement non consentantes, notamment en les laissant mourir de leur syphilis sans les traiter parce qu'on voulait faire une expérimentation. Et ça s'est prolongé jusque dans les années 70. C'est pas il y a 75 ans. Donc en fait, effectivement, se pose réellement la question de ce qu'on veut faire. Et c'est de même la pertinence de ces expérimentations qui ont été faites dans des conditions que je qualifierais personnellement d'abominables a été absolument nulle. Donc en fait, la mise en avant d'un principe de pertinence me paraît faire partie de ce qui peut donner des garde-fous à l'utilisation de l'homme comme cobaye, parce que finalement, utiliser l'homme comme cobaye, a priori, n'est pas forcément la meilleure chose qui puisse être faite à la science elle-même, avant même la meilleure chose d'être faite à l'homme. Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait exact de dire qu'il n'y a eu aucun résultat de ces recherches que vous qualifiez à juste titre d'abominables. Que, par exemple, en médecine aéronautique, je crois que les résultats ont été relativement pertinents. Et il ne faut pas oublier qu'à la fin de la guerre, les Alliés se sont fortement intéressés à toutes les recherches qui avaient été conduites et menées et ont, entre guillemets, récupéré un certain nombre de chercheurs avec leurs travaux et leurs résultats. Donc non, je crois qu'il faut faire attention de ne pas banaliser en disant « mais finalement ça n'a conduit à rien ». Oui, il y en a qui n'ont pas abouti. Peut-être aussi parce que les groupes n'étaient pas suffisants. C'est-à-dire que pour faire de la recherche, il faut aussi il faut le faire dans des conditions, certes poser des questions pertinentes, mais se donner aussi, entre guillemets, les moyens pour réaliser, pour avoir des résultats. Donc non, je crois qu'il faut faire attention de ne pas banaliser il y a eu des vraies recherches qui ont abouti à des résultats. Monsieur. David voulait intervenir, je crois. Oui, je me souviens d'avoir lu il y a quelques mois un débat éthique qui se déroule en ce moment aux États-Unis pour savoir s'il est possible ou pas de réutiliser dans les recherches actuelles les résultats de ces travaux qui ont été menés dans les camps de la mort. Donc ça montre qu'en effet, c'est absolument pas des choses forcément insignifiantes, même si la plupart d'entre elles étaient des exercices de pure cruauté, et un certain nombre de cas où effectivement la mort, le sacrifice de ces hommes ou de ces femmes a pu donner des résultats qui pourraient encore aujourd'hui être utilisés. Mais peut-on le faire ou pas? Grande question éthique.
Oui, bonjour, Monsieur Louis Boucher, je suis membre du comité de protection des personnes. À ce titre, je voudrais remercier le professeur Hazelman d'avoir amené le problème directement, parce que je me posais les mêmes questions que lui tout à l'heure. Il faut savoir qu'en France, en tant que membre du CPP Est 4, comité de protection des personnes, je suis rapporteur sur les études médicales. Et la loi Jardé, ne pas l'oublier non plus, qui encadre la recherche. On attend toujours d'ailleurs les décrets d'application. Au 1er janvier 2015, on va mettre en place aussi la loi européenne sur la recherche biomédicale. Donc je tiens aussi à insister que éventuellement une recherche médicale qui n'est pas acceptée par le comité de protection des personnes n'aura pas lieu. Très important à savoir. Merci. Merci pour cet éclairage, monsieur. C'est tout à fait essentiel ce que vous dites. Effectivement, la loi cadre complètement la recherche et l'autorise de ce fait. Mais en même temps, on peut dire que ça fait qu'un certain nombre de pays, de dictatures ou de pays extrêmement pauvres deviennent les lieux fondamentaux d'expérimentation sur l'humain aujourd'hui, alors que nos grandes sociétés démocratiques sont extrêmement protégées, en effet. Donc on est toujours quand même dans des logiques de sacrifice qu'il ne faut pas occulter quand même. Et pour des médicaments qui nous concernent. Voilà. C'est bon. Alain Boyer, historien, merci à tous, mais en particulier à David Le Breton, d'avoir rappelé qu'il est toujours possible, au moins en théorie, de dire non. Mais à partir de ce non, c'est comment se conduit-on après? Alors, soit il y a l'évitement, c'est-à-dire on retourne à ses occupations et on ne veut rien savoir, soit on se bat, c'est les résistances qui peuvent être pacifistes ou actives, mais aussi il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui, pris comme dans une nasse, dans des conflits de conscience, eh bien, tout simplement, ont fait des formes de burn-out et ont été récupérés, parfois ils s'en sont sortis très bien, dans des hôpitaux psychiatriques. Parce que quand on a un conflit de conscience et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, c'est sans doute beaucoup plus que d'avoir une surcharge de travail. Voilà. Merci, oui. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir à ce propos à la tribune? Non. Christiane Metzger. J'arrive. Pendant qu'on déplace le micro, je voudrais savoir si le consentement éclairé constitue une protection toujours efficace, de votre point de vue. Alors, je crois qu'on peut peut-être essayer de répondre à ta question en montrant qu'il y a des limites au consentement éclairé, puisqu'il y a des personnes le consentement éclairé, ça veut dire effectivement qu'on va demander leur avis aux personnes, soit en oui, soit en non, et qu'elles auront été informées complètement de ce à quoi elles s'engagent. Donc cette information, pour que l'éclairage soit total, il faut que les personnes comprennent l'information. Donc tout est bien évidemment, effectivement, dans la façon dont ça va être transmis, mais également, parce que c'est quand même un petit peu différent de donner une feuille en donnant « lisez ça et vous verrez tout ce que vous risquez, y compris de mourir à la fin sur la table d'opération », et d'expliquer, voire même d'entrer dans un dialogue avec la personne qui pourra poser des questions avec questions-réponses. Donc ça, c'est déjà un point. Mais il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir comprendre du tout parce qu'elles sont d'une autre langue et qu'elles n'ont pas la capacité il n'y a pas de traduction, parce qu'elles ont des difficultés de compréhension sur le plan cognitif, avec un retard peut-être des difficultés de compréhension, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas effectivement aussi la maturité pour... voilà, donc on voit bien que là, il y a des limites à ce consentement éclairé et que ce consentement va devoir être encadré et que pour les personnes qui n'auront pas effectivement cette capacité de comprendre et de pouvoir être réellement éclairées, il va y avoir, elles vont pouvoir être accompagnées par un tuteur éventuellement, ou au contraire, à ce moment-là, on ne les sollicitera pas pour une recherche. Et souvent, il y a dans une recherche, enfin c'est toujours d'ailleurs, hein, les personnes qui vont être sollicitées, et puis le terme m'échappe là maintenant. Pardon ? Non, les personnes qui ne le seront pas, par définition, par exemple, langue étrangère, par exemple, fragilité, vulnérabilité, enfants,
femmes enceintes, enfin voilà, des situations comme ça. David? Oui, moi je réintroduirais à nouveau l'ambivalence, je l'ai fait quasiment à toutes les tables rondes auxquelles j'ai participé, c'est-à-dire cette notion de consentement, pour moi elle est extrêmement ambiguë. On a d'un côté la position par exemple de Ruven Ogien, donc ultralibérale, libertarienne, à partir du moment où quelqu'un dit je veux faire ça, j'ai le droit, personne n'a le droit de m'en empêcher, etc. Il y a évidemment beaucoup d'autres gens qui sont opposés à cela, j'en fais partie. Michela Marzano d'ailleurs a écrit un très beau livre où elle démonte cette notion de consentement. Parce que pour consentir, il faut avoir le choix, il faut avoir la possibilité aussi de pouvoir se retirer. Or, dans un certain nombre de débats qu'on a eu ces dernières années autour de la prostitution, autour par exemple de la vente d'organes ou de mères porteuses rémunérées aux États-Unis ou ailleurs, on a manifestement affaire souvent à des personnes qui n'ont pas énormément le choix, qui sont coincées dans une situation de misère, de pauvreté, qui font qu'elles sont dans la nécessité de gagner un peu d'argent. Et c'est facile pour nous de nous dédouaner, comme me le disait d'ailleurs une collègue américaine par rapport à ces ventes d'organes. Elle me disait carrément, c'est formidable, ça permet de sauver des vies. Je me suis dit, c'est vraiment dégueulasse de dire ça, parce que ça va se permettre sûrement de sauver sa vie à elle, qui a les moyens d'acheter les organes, mais certainement pas de la femme qui est peut-être dans la rue et qui vient vendre ses organes. C'est du cynisme pour moi, totalement. Adalion. Pour compléter juste cette question du consentement, il peut y avoir des situations où on me propose, par exemple, d'entrer dans une recherche, alors que je suis dans une pathologie extrêmement grave, où il n'y a plus de possibilités thérapeutiques qui s'offrent à moi dans les thérapeutiques connues. Alors voilà, est-ce que je vais rentrer dans cette recherche ou pas? C'est-à-dire que mon consentement, est-ce qu'il ne va pas être aussi influencé par le fait que c'est peut-être la dernière chance pour moi d'avoir... donc on voit bien, effectivement, je suis absolument d'accord avec vous, la question de l'ambiguïté, encore une fois, il faut bien le cadrer, mais au-delà de ça, il y a quand même... alors voilà, mais c'est une question entière et je ne vais pas y répondre, mais c'est une question très importante. Est-ce qu'on a toujours liberté de son consentement, non pas parce qu'on n'a pas été informé, mais parce qu'on est dans une situation un petit peu d'impasse? Christiane Metzger, je crois me souvenir que dans les débuts 90, s'était tenu à Strasbourg un forum sur la xénotransplantation, c'est-à-dire en relais de transplantation humaine, transplantation d'organes d'animaux sur êtres humains. Et notamment, ça avait posé un problème dans la démarche éthique pour certaines cultures, surtout de transplanter du porc sur l'être humain. Est-ce que ce genre d'expérimentation a perduré ailleurs ou vous avez d'autres indications d'éclairage? Alors, qui pourrait lui répondre? Bon, on va chercher. Disons juste que la manière d'échapper à tous ces dilemmes éthiques autour des greffons de provenance humaine, c'est plutôt les prothèses, comme on a vu récemment autour du cœur, par exemple. Bon, mais on est encore à l'amorce de ces recherches. Ceci dit, par exemple, les Japonais qui pendant longtemps ont interdit les prélèvements d'organes ont énormément développé aussi ces recherches en matière de technologie. Là, si on pouvait remplacer un organe humain par une prothèse technique, ce serait formidable. Bernard Berti. Oui, je voulais poser une question, mais j'ai la réponse à la question qui vient d'être posée. Les recherches sur les xénotransplantations ont quasiment cessé à cause des difficultés de le faire. Alors, il y a des résistances culturelles, mais on a fait une enquête auprès des communautés juives et musulmanes. Ils ont des fois des interdictions de manger du porc, mais pas forcément d'utiliser un organe. Donc, ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Mais les gros problèmes, c'est qu'on doit utiliser des animaux dans des conditions particulières, et aussi le patient receveur devra être immunosuppressé de telle façon que des virus vont très facilement pouvoir passer de l'animal à l'être humain, et on n'a pas réussi pour l'instant à trouver une solution à cette question-là. Aussi, pour la question de l'utilisation des animaux dans des conditions très difficiles, il y a des représentants d'éthique animale qui ont réagi. À propos des animaux, parce qu'il ne faut peut-être pas les laisser tomber, mais j'ai une remarque surtout sur l'autonomie, auquel je ne suis pas d'accord pour une fois avec David. Quand on parle des 3 R ou des 4 R ou même des 5 R, il y a toujours l'idée, puisqu'on parlait aussi de sacrifice, qu'en fin d'expérience, les animaux, même non utilisés, sont sacrifiés, c'est-à-dire ils sont tués, tout simplement, souvent. Et il y a tout un mouvement qui consiste à dire qu'il faudrait pouvoir, 5e R, réutiliser les animaux. Alors dites-nous ce que vous en pensez. C'était une question. La deuxième question concerne l'autonomie. Moi, je suis d'accord que
s'assurer de la validité du consentement libre et éclairé est une chose qui n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas le même problème dans les soins que dans l'expérimentation. Mais ça n'est pas une raison, je crois, pour faire réintervenir des politiques paternalistes ou du moins faire en sorte de décider à la place du patient. Parce que je pense que le respect de l'autonomie, on l'a vu sur la question des camps nazis. Bon, il y a d'autres raisons de condamner ces choses-là, mais notamment, le consentement n'était pas obtenu. Le consentement est une condition, à mon avis, absolument nécessaire, même si elle n'est pas suffisante et même si parfois il est difficile. Il ne faut pas revenir sur le consentement, parce que le consentement, ça veut dire que la personne est elle-même en charge de sa propre vie et c'est à elle de décider. Ensuite, évidemment, il faut faire en sorte qu'elle puisse décider dans les meilleures conditions possibles. Merci. Ça va quand même beaucoup dépendre de la manière dont les choses sont présentées. Parce que si je peux dire quelque chose sur le consentement éclairé, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est uniforme. Ça s'inscrit dans une relation bien particulière, dans une relation thérapeutique, dans une relation transférentielle. Et la manière dont les choses vont être présentées vont avoir un effet. Je veux dire, à partir du moment où quelque chose a été dit, on n'est plus dans la situation d'avant. Ça laisse déjà plus le choix de la même manière. Et je pense à ce qu'on disait tout à l'heure sur les cancers en fin de vie. Je veux dire, les gens sont quand même, les patients, les sujets, dans la situation de pouvoir aller vers leur mort tranquillement quand tout d'un coup on leur présente un espoir potentiel sur un médicament qu'on est en train de tester. Il y a une espèce de déplacement permanent. Et comment on choisit dans ces situations-là? Si on ne le sait pas, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire, on peut se préparer à la mort, même si je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. C'est une chose. Mais si on est constamment renvoyé à l'espoir, au potentiel espoir, on participe, alors pour le coup, comme cobaye universel sur la question du cancer. Donc moi, ce que je dirais sur le consentement, bien sûr que, à mon sens, il a toujours existé. C'est-à-dire, il y a toujours eu des médecins qui ont toujours fait participer leurs patients à des décisions qui mettaient en jeu leur devenir, leurs soins, leur fin de vie, etc. C'est devenu une loi. Mais ça ne veut pas dire pour autant, on disait tout à l'heure qu'on ne devient pas médecin avec un appareil éthique. C'est la même question. Comment est-ce qu'on va présenter cette question-là? On va donner une feuille à signer, par exemple. Je me rappelle d'une feuille qui était parue tout au début, quand on a mis en place ces choses-là, qui m'avait beaucoup amusé. C'était quelque chose qui concernait l'obstétrique. Alors c'était marqué vous pouvez accoucher par voie basse, vous risquez de perdre votre enfant, de perdre votre utérus et de mourir. On peut aussi faire une césarienne, vous risquez de perdre votre enfant, de perdre votre utérus et de mourir. Qu'est-ce que vous choisissez? Voilà. Je trouve que ça résume assez bien la question. Juste un mot, Daniel. Je pense qu'effectivement, quand on est en fin de vie, on peut avoir envie de préparer sa mort et d'y aller, mais on peut aussi avoir envie de lutter à tout prix. Enfin, je pense que c'est pas contradictoire avec... voilà, mais on peut avoir envie, et donc on n'est pas forcément un cobaye qui est utilisé. Moi, ce que je fais comme différence à cet endroit-là, c'est la personne qui vous demande s'il n'y a pas encore une possibilité parce qu'elle a envie de se battre, et la personne à qui on dit il n'y a plus rien, mais... Mais même. Oui, mais on joue, hein. Alors, Israël Nizan. J'ai une double question. D'abord, sur le principe, vous savez qu'on a besoin de médicaments pour les nouveau-nés et en particulier pour les prématurés. Pour ça, il faut pouvoir les essayer et jamais un prématuré va nous donner son consentement éclairé pour rentrer dans une étude sur les médicaments destinés aux prématurés. Et pourtant, il nous faut des traitements pour protéger leur cerveau, etc. Dans ce cas-là, on demande non pas aux prématurés, mais à ses parents. Quid du consentement éclairé des parents, et que peut-on dire de parents qui acceptent qu'on prenne leur enfant comme cobaye? Et si on ne le fait pas, c'est pas bon pour tous les autres. C'est une question extrêmement difficile, mais Israël, ça me gêne un tout petit peu. Mais c'est quand même le sujet que tu dises, quid de parents qui acceptent qu'on prenne leur enfant comme cobaye. Bon, c'est vrai qu'un nouveau-né, mais un enfant mineur, de toute façon, ne va pas pouvoir
officiellement, légalement donner son consentement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas lui poser la question quand il va être en âge de pouvoir s'exprimer et de comprendre, en lui expliquant de façon adaptée. Bon, mais le nouveau-né, ce n'est pas le cas. Donc les parents vont effectivement, en tant que tuteur, c'est-à-dire personne qui représente légalement l'enfant, mais qui le représente aussi je dirais, sur le plan affectif, hein, qui ont un projet d'avenir pour cet enfant, qui ont envie que cet enfant vive. Alors, la question va être effectivement toujours, on en revient à ce que disait Daniel Lemler, ce qui me paraît tout à fait important, c'est la façon, la relation que le chercheur, et alors là, est-ce que c'est le chercheur ou est-ce que c'est le médecin traitant, hein, parce qu'on ne peut pas être en même temps médecin traitant et chercheur. On peut pas. Là aussi, c'est un point sur lequel il faut insister, hein, parce que confondre les soins et la recherche me paraît extrêmement délétère. Bon. Mais ces parents, ils demandent quelque chose, ou bien effectivement l'état de l'enfant et je dirais que là il ne faut peut-être pas faire un acharnement, et c'est le rôle du médecin de dire non, peut-être pas, mais s'il y a une possibilité, est-ce que des parents, à condition que la recherche se fasse, encore une fois, dans un cadre de respect, de non-douleur pour leur enfant, qu'il y a une chance pour faire que leur enfant aille mieux, ou que ça puisse bénéficier aussi à d'autres, je suis gênée par ce mot. À ce moment-là, ils accepteraient que leur enfant soit un cobaye, hein. C'est-à-dire que là, ils acceptent effectivement d'entrer dans une démarche d'interrogation, de recherche, qui peut être tout à fait respectueuse de leur enfant et de la science et de la médecine à venir. Voilà ce que je répondrais. Oui, je voudrais juste faire un tout petit témoignage sur le consentement pour les études cliniques en confirmant que c'est difficile à obtenir. C'est vraiment un moment crucial dans les essais cliniques. Et la personne à qui on pose la question, vous l'avez tous dit, finalement n'est pas en position de liberté. On peut dire ce que l'on veut, mais cet instant-là est toujours difficile. Et puis, bon, c'est la loi, c'est comme ça, il faut qu'on demande le consentement. C'est mieux que de ne pas le faire. C'est mieux que de ne pas le faire. Ma question, là, vous avez parlé tout à l'heure, et c'est une vraie question, est-ce que l'on peut utiliser les résultats d'expériences scientifiques, disons véritables, faites à l'époque nazie, aujourd'hui, peut-on le faire? Bon, la question est là, elle nous taraude. Maintenant, dans cette filière-là, une question qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est imaginons qu'on obtienne le traitement d'un cancer épouvantable à partir d'une manipulation sur l'embryon qui serait légale dans un pays, mettons États-Unis ou je ne sais où, et on met au point un traitement radical. Est-ce qu'on peut l'utiliser en France? Est-ce qu'on a le droit moral de, finalement, dès lors que nous, on ne veut pas d'essai sur l'embryon, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, je ne sais pas, David, est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Moi non plus. On a déjà répondu positivement dans notre pays, puisqu'on a autorisé les centres de diagnostic préimplantatoire que lorsqu'il y avait dans le projet quelqu'un qui avait appris à manipuler des embryons à l'étranger. Donc la France a déjà, et ça c'est su dans le monde anglo-saxon, à Strasbourg on a eu une autorisation parce qu'on avait eu un chercheur qui pouvait prouver qu'il savait manipuler les embryons humains puisqu'il l'avait fait à l'étranger parce que c'était interdit en France. Donc la France a parfois dit « Cherchez donc, messieurs, dames, les étrangers, et n'oubliez pas de nous téléphoner si ça marche. » On a déjà fait ça. Moi, j'ai une autre question sur les modèles animaux et modèles humains. On sait bien, et on a eu un exemple incroyable qui a été celui de la thalidomide, médicament donné pour les petits malaises du début de grossesse. Par chance, en France, on a tardé à donner l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, donc nous n'avons eu aucun problème de thalidomide, mais dans le pays voisin, en Allemagne, ils ont eu plus de 10 000 enfants qui sont nés sans bras, avec les mains et les pieds raccordés directement au corps. Il n'y avait
aucun moyen de savoir cela par les études animales qui, je crois, étaient faites correctement. Ce qui veut dire que le modèle animal pourra toujours être mis en défaut ou qu'il n'est jamais suffisant. Yann Hérault. Alors, oui, tout à fait. Malheureusement, oui, c'est un exemple qui revient très souvent, qui est éclatant de symbolisme. Et effectivement, le modèle animal n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'une réplique très mauvaise, une vision assez floue de ce qui se passe peut-être chez l'homme. Donc il faut garder ça en mémoire. Maintenant, il y a, suite à ce type de mésaventures dramatiques, d'accidents, il y a eu des mesures qui ont été prises, des contre-mesures. Donc on demande par exemple à ce que ces médicaments soient validés sur plusieurs modèles animaux, de manière à voir si les effets néfastes ne sont pas visibles. Généralement, ils utilisent dans l'industrie pharmaceutique un modèle rongeur qui est rapide, la souris, le rat, approprié aux recherches, pertinent par rapport à la question, et puis un autre modèle plus évolué. Et là, ça représente quelques pourcents des animaux qui sont utilisés en recherche, la grande partie étant principalement des rongeurs. Pour revenir tout à l'heure sur la question qui m'a été posée, je n'ai pas pu répondre, le devenir des animaux et la réutilisation des animaux. Donc ce que l'on a tendance à faire, effectivement, bien sûr avec l'accord des comités d'éthique, on a des comités d'éthique à l'expérimentation animale dans chaque centre agréé pour faire ce type de pratique, avec des personnels qui sont formés et autorisés à, on a tendance à générer des séries d'analyses consécutives, un petit peu comme quand vous faites un check-up complet à la clinique. Dans l'institut que je dirige, l'Institut clinique de la souris par exemple à Strasbourg, c'est ce que l'on fait. Comme ça, entre guillemets, on réutilise, on rentabilise l'animal dans l'approche expérimentale pour regarder plusieurs fonctions physiologiques et voir les conséquences qu'ont des traitements ou des mutations. Pour répondre à la deuxième question qui est le devenir des animaux, ce n'était pas des choses très courantes, effectivement. Mais actuellement, c'est accompagné dans la réglementation et tous les animaux. Et il est possible, il y a des associations qui travaillent là-dessus, le Graal en particulier, de sortir les animaux des laboratoires à la fin de l'expérimentation et de les adopter, en fait. Donc ça marche très très bien pour les gros animaux, chiens, cheval. Il y a des expérimentations sur ce type d'animaux, ou porcs, mais peut-être moins chez les rongeurs. Mais bon, ça c'est une autre question. Justement, est-ce qu'il y a une hiérarchisation dans les animaux? Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus protégés que d'autres? Les rats, par exemple, n'ont pas la commisération publique, alors que les chiens, oui. Tout à fait. Mais en termes de traitement et d'expérimentation animale, les procédures d'évaluation sont les mêmes. Donc il n'y a pas de différence faite du poisson, même du calamar, puisque maintenant on doit décrier des expérimentations sur ce type de céphalopodes, qui a une conscience certainement, et aller jusqu'au primate. Donc tout le traitement éthique est du même ordre, bien entendu. Monsieur, et que deviennent les singes? Les singes, il est obligatoire maintenant de leur préparer une retraite qui coûte extrêmement cher, mais qui est nécessaire, et les primates sont mis dans des volières, spécialisées et peuvent poursuivre leur retraite jusqu'à leur mort naturelle, dans les meilleures conditions. Question dans la salle. Oui, bonjour. En fait, je me posais une question sur une notion qui a peut-être été évoquée, en fait. Je suis désolé si ça a été le cas, j'ai pas fait attention, mais c'est une notion qui me paraît assez intrinsèque comme ça. C'est un peu la notion de temps, finalement. Et vous parlez de tests précliniques et de tests cliniques, de cobayes humains et de cobayes animaux. Et dans un cas comme dans l'autre, je me demandais en fait à peu près sur quelle gamme de temps on se situe. Si c'est des semaines, des mois, des années, est-ce que vous pouvez me donner une fourchette à peu près? Et est-ce qu'aujourd'hui, le temps qu'on prend, on peut considérer qu'il est suffisant pour acquérir un recul et une maturité nécessaire à dire voilà, cette molécule, maintenant on l'envoie et on s'en sert dans notre pharmacie? Donc, en recherche préclinique, en gros, on va dire que ça va prendre entre 5 et 10 ans pour valider une cible et commencer à avoir des pré-médicaments. Ensuite, il y a tout un passage, il y a toute une amélioration du médicament, éviter des effets négatifs, passer en clinique humaine, il y a plusieurs phases. Ça va peut-être reprendre encore 5 à 10 ans, suivant les populations.
Et je pense que vous vous rappelez, il y a quelques années encore, il y a des médicaments qui, même mis sur le marché avec toutes les précautions, parce qu'il y a une réglementation internationale qui est très forte sur l'utilisation et la validation des candidats médicaments, parce qu'après ça passe aussi dans tous les pays devant les commissions spécialisées de remboursement, par exemple en France. Bref, il y a certains médicaments qui ont été retirés du marché parce que les effets néfastes ou des sous-populations étaient trop conséquents. Vous avez eu bon, je ne reviendrai pas, le Mediator, vous entendrez parler cet après-midi, mais il y a d'autres médicaments qui étaient des coupes-fins à base qui ciblaient certaines régions du cerveau, qui ont entraîné des dépressions et des suicides. Donc c'est pas tolérable de garder ça. Donc de toute manière, malheureusement, comme on n'est pas tous égaux devant la maladie, et on n'est pas tous égaux devant la réponse qu'on va avoir aux médicaments. Donc ça, on va vers ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée, mais je ne sais pas encore comment on va la mettre en place dans les hôpitaux. Mais c'est un petit peu l'idée, c'est de pouvoir adapter le traitement à la personne vraiment. Voilà. Et c'est un but dans 20 ans. Oui, alors, Daniel Lemler qui souhaiterait intervenir avant de boucler cette table ronde. Oui, Nadia me demandait de conclure. Moi, je me disais qu'à travers tout ce qu'on a dit, peut-être qu'une des questions en filigrane de tout ça, c'est une vieille question par ailleurs. Comment arriver à enseigner l'humain ? Comment arriver à faire en sorte que dans toutes les situations qu'on est amené à rencontrer, situations d'apprentissage, situations d'expérimentation, on ne perde pas de vue l'autre comme humain, et comment apprendre à conserver cette ligne particulière qui est de ne pas oublier que l'autre, c'est un semblable. Anne Dagnon. Oui, justement pour insister sur ce point essentiel, l'autre est un humain, peut-être faudrait-il passer du terme d'être un cobaye de la recherche à celui de participer à une recherche, d'être partie prenante à part entière. Alors c'est compliqué, ça a été dit, ça a été redit, mais je crois que cette notion de participer montre que l'autre effectivement est engagé au même titre que, pas à la même place bien évidemment, que le chercheur, et que là on n'est plus du tout effectivement dans un qui est utilisé par l'autre. Et j'imagine c'est là que David Le Breton insistera sur les conditions d'égalité pour pouvoir vraiment participer à la recherche, être participant et partenaire. Oui, bien sûr. Il faut rappeler, en tant qu'anthropologue, l'égale dignité, entre guillemets, des hommes, notre humanité, et la nécessité de s'identifier. Donc là, je prolonge un petit peu le propos de Daniel Lemler. Si on ne peut pas s'identifier à l'autre, évidemment, à partir de ce moment-là, tout est possible. Mais à partir du moment où on peut s'identifier à l'autre, à cette personne d'Inde misérable qui va vendre ses organes, est-ce que je peux l'accepter pour moi ? Quelle est ma dignité si j'accepte de rémunérer quelqu'un et de profiter, entre guillemets, de sa misère ? Pour moi, j'aurais l'impression de me disqualifier dans mon humanité. Donc je pense que la notion de s'identifier à l'autre, se mettre un instant à la place de l'autre et se demander ce qu'on ferait à sa place, me paraît absolument fondamental. Il en parlera d'ailleurs tout à l'heure, Frédéric Forme, c'est très important. Yann Hérault, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de rendre le micro ? Juste que, effectivement, tout ce que l'on a entendu, de prendre bien conscience de l'humanité ou du besoin de conserver son humanité quand on fait de l'expérimentation, elle est aussi bien valable quand on travaille avec des patients humains, et aussi valable de prendre bien conscience que l'animal avec lequel on travaille est un animal qui ressent la douleur et que l'on peut mettre en place des stratégies pour la réduire, voire l'éliminer au mieux possible. Voilà. Israël Lisant. Oui, la remarque de David Le Breton m'amène à une réflexion, à une proposition. Le vrai sujet de cette question aujourd'hui, massif, c'est ce qu'on fait dans les pays sous-développés pour créer les médicaments pour nous. Et je vais prendre un exemple sur le virus Ebola. On va essayer les vaccins où ? Chez eux. Ils vont servir à qui ? À nous. Et donc là, on est vraiment sur une question éthique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce que tu viens de dire, David, justifierait qu'on interdise que soient utilisés chez nous des médicaments dont la preuve d'efficacité a été faite de manière non éthique chez eux ?
comme une preuve juridique qui a été obtenue de manière illégale n'est plus une preuve juridique, comme une recherche qui a été faite de manière inhumaine, on ne peut pas en faire état. On a déjà mis dans les règles de la publication scientifique que quelqu'un qui n'a pas passé par les comités d'éthique et les consentements éclairés, on ne peut pas publier son papier. Si on disait aux grosses firmes, aux majors pharmaceutiques, vous ne pourrez pas vendre votre vaccin quand son efficience a été établie de manière illicite ailleurs, je pense que ça mettrait un coup d'arrêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ce serait intéressant aussi de connaître l'avis de personnes malades, de patientes qui bénéficieraient d'un médicament comme ça. Voilà. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Non. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci de votre attention. On va pouvoir prendre un quart d'heure pour la prochaine table ronde. À tout à l'heure.